On a des petits problèmes avec Marie sur le chat, mais je compte aussi sur Théodore, du coup, pour intervenir si besoin, pour relayer les questions. Je vais lui ouvrir son micro. Enfin, en tout cas, la possibilité d'ouvrir le micro. Je le retrouve dans la liste. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, encore des... Donc, ce nouveau HVE, il va avoir des impacts relativement importants pour vos exploitations. Donc, le but, c'est de vous faire une petite présentation et surtout de répondre à vos questions. Alors, pour commencer, quelques chiffres rapidement sur les évolutions. Je les ai reçus il y a moins de 10 minutes. Donc, sur les chiffres de juillet 2022, au niveau du nombre de certifiés, du coup, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mes chiffres à côté, mais voilà, en Champagne, aujourd'hui, on est donc à pratiquement 3000 exploitations certifiées. Alors, il n'y a pas que de la Viti, mais voilà, donc ça continue de progresser. On voyait qu'on était à peu plus de 2800 au mois de janvier dernier, donc on a pris un peu plus de 1000 exploitations supplémentaires. Et donc il faut savoir que parmi ces exploitations, alors à l'échelle de la France, hein, on est sur 69% d'exploitation viticole, donc ça continue de baisser progressivement le ratio. Malgré tout, voilà, reste très largement majoritaire. La certification collective représente 67%, donc à peu près 2 tiers des exploitations certifiées, donc HVE. Et la voie B ne représente plus que 9% des exploitations certifiées. Donc là aussi, ça continue de baisser. Voilà pour les chiffres HVE, les toutes dernières évolutions qui datent d'aujourd'hui. Au niveau certification en Champagne, alors les graphiques ne sont pas à jour, mais ça donne quand même une ordre d'idée. Vous pouvez regarder les chiffres à jour qui sont en haut à droite. Au niveau des surfaces, 63% des surfaces viticoles champenoises sont aujourd'hui certifiées, que ce soit HVE, VDC ou bio. Et 28% des exploitations sont certifiées. Là aussi, ça continue de progresser, mais il y a encore pas mal de travail à faire, notamment par rapport aux exploitations. Voilà, je ne sais pas si ça mène des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si Marie a retrouvé le chat, ça n'a pas l'air, mais je les ai de toute façon moi aussi. Donc, voilà. Alors, ce pourquoi vous êtes venus, je pense, c'est les évolutions du référentiel HVE. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, pas tout de suite, quelques éléments de contexte d'abord. Il faut savoir que ces évolutions-là sont arrivées pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que le référentiel qui date d'une dizaine d'années maintenant commence à être un peu obsolète sur certains éléments, notamment des outils d'aide à la décision qui permettaient de rapporter des points ou des matériels qui permettaient également d'avoir des points. Tout ça, il y avait besoin d'une mise à jour. Et donc, c'était l'occasion de le faire avec ce nouveau référentiel. Également, un point important, c'est que le référentiel HVE, les exploitations certifiées HVE peuvent bénéficier dès 2023 d'aides au verdissement dans le cadre de la PAC. Donc, c'est des aides liées aux pratiques agroécologiques, on va dire. Et donc, il fallait une certaine cohérence entre le nouveau HVE et la réglementation PAC. Donc, il y a beaucoup d'éléments de ce nouveau HVE qui sont liés à la PAC. Et au-delà de ça, qui sont liés à une validation européenne, puisque la France a transmis ces éléments au printemps dernier et validés par l'Europe tout début juillet, en lien avec la future PAC. C'est pour ça qu'il y a des éléments qui ont pu être modifiés depuis, suite aux différents retours qu'il y a eu, notamment suite à la consultation publique, mais tout n'a pas pu être modifié comme le souhaitaient un certain nombre notamment d'exploitants. Et enfin, la troisième raison qui a fait évoluer le dispositif, c'est une demande de crédibilisation, une certification qui a été attaquée
par diverses organisations environnementales principalement, qui fait que voilà, il y avait besoin de crédibiliser davantage la certification. Il y a également eu des études qui ont été faites, hein, et dont la dernière en date, commanditée spécialement par le ministère dans le cadre de la HVE. Donc on a eu les résultats, ils ont été publiés il y a quelques semaines, mais les résultats avaient déjà été intégrés, en tout cas en partie, dans les réflexions qui ont amené ces évolutions que je vais vous présenter par la suite. Donc voilà les raisons un peu qui ont conduit à ces évolutions de référentiel HVE. Quelques éléments de calendrier pour vous retracer ce qui s'est passé depuis à peu près un peu plus d'1 an maintenant. Donc le 1er semestre 2022, différents groupes de travail ont été organisés pour faire des propositions d'évolution. J'ai pu participer à des groupes de travail sur tout ce qui est biodiversité, heu, avec peu d'effets, mais j'ai quand même pu y participer. L'ensemble de ces propositions ont été validées à la fin du mois de juin en commission nationale de certification environnementale. Donc ça, c'était la première validation. Ensuite, il y a une consultation publique à laquelle vous avez été invité à participer, courant juillet. Cette consultation publique a conduit à quelques évolutions qui ont été de nouveau validées en CNCE au mois de septembre, et tout ça a conduit à la publication des textes, donc un décret et un arrêté pour les modifications du référentiel HVE, fin novembre, aux alentours du 22 novembre. Et dans la foulée ont été publiés le plan de contrôle et la nouvelle grille HVE, une nouvelle grille d'audit que vous pouvez retrouver sur le site du ministère. Tout ça pour une application au 1er janvier 2023. Avec quelques éléments de transition quand même pour ceux qui sont déjà certifiés, que je vais vous présenter tout de suite. Donc le schéma est pas très simple, hein, ça mérite quelques explications. Alors la pastille HVE là représente la date de certification des exploitations, ou la date en tout cas la date de délivrance du dernier certificat, pour ceux qui sont certifiés depuis plus longtemps. C'est la date à laquelle ils ont eu leur dernier certificat. Pour les personnes qui sont fait certifier ou renouveler en 2020 ou en 2021, leur certificat, qui devrait prendre fin normalement au bout de 3 ans, peut être prolongé en faisant une demande de dérogation à votre organisme certificateur jusqu'à la fin de l'année 2024. Ce qui veut dire que vous avez un petit temps supplémentaire pour vous adapter. Fin 2024, concrètement, ça veut dire que les audits qui vont être faits en 2024 devront respecter le nouveau référentiel pour permettre de maintenir la certification. Donc de façon très pratique, si vous vous faites auditer avant les vendanges 2024, il faut que votre campagne 2023 respecte le nouveau référentiel. Et si vous faites auditer après la vendange 2024, il faudra que votre campagne 2024 respecte ce nouveau référentiel. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, n'hésitez pas si vous avez des questions. L'autre cas de figure, c'est pour les personnes qui sont fait certifier cette année ou renouvelées au cours de l'année 2022. Leur certificat pourra aller à échéance des 3 ans jusqu'en 2025. Et donc en 2025, ils devront se faire auditer sur la base du nouveau référentiel. Donc la campagne 2024 devra respecter le référentiel HVE rénové, celui qui est en application, le nouveau. Donc si vous voulez basculer avant sur le nouveau référentiel, c'est possible. Il suffit de faire une demande à votre organisme certificateur pour couper votre cycle et repartir sur un nouveau cycle avec le nouveau référentiel. Mais voilà, il y a quand même une petite période de transition. Mais il faut savoir que comme on est toujours audité sur la dernière campagne complète, pour beaucoup d'entre vous, vous serez audité sur la campagne 2023 qui vient de commencer. Alors dans les dispositifs également du nouveau plan de contrôle, hein, la voie B est supprimée. Donc tous ceux parmi vous qui seraient sur la voie B, la transition, c'est exactement la même. Vous pouvez aller au bout de votre certificat et jusqu'à la fin 2024
sur la base de la voie B, mais vous devrez basculer sur le nouveau référentiel qui sera de la voie A au moment, au plus tard fin 2024 ou 2025. Suivant les cas. Voilà pour les modalités de transition. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. N'hésitez pas à les... Alors, soit vous levez la main si vous n'arrivez pas à utiliser le chat. Dans ce cas-là, je vous ouvrirai le micro. Soit vous mettez un message dans la conversation. Alors, a priori, sur Chrome, le chat ne fonctionne pas très bien. Voilà, si vous êtes sur Chrome, peut-être que c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas accéder à la conversation. Et dans ce cas-là, je vous invite à lever la main. Je ne sais pas si vous voyez le bandeau réaction à côté de tout en haut de votre écran. Et vous pouvez cliquer dessus pour réagir. Une personne qui lève la main. Voilà, le micro est ouvert. Il faut que vous activiez votre micro. Je ne vous entends pas, Madame Valentin. Il faut, alors en haut à droite, normalement, vous avez le microphone, il faut cliquer dessus pour ouvrir, pas que ce soit coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Très bien. Est-ce que c'est la même chose pour les gens qui sont en certification collective? Alors, à peu de choses près, c'est la même chose. La différence, c'est qu'en collectif, les dates d'audit sont calées à l'avance, donc vous ne pouvez pas décider de passer avant ou après les vendanges. C'est ce qui vous est proposé par votre collectif. Et c'est surtout qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être audité. On a la période d'audit, on sait qu'on est, je ne sais pas, je vais dire 60 exploitations qui peuvent être auditées, et puis c'est tiré au sort. Et donc, on ne sait pas quand on est audité. Donc, ce schéma, par exemple, audit 2024 sur la campagne 2023, moi, je ne peux pas vous dire si je vais être audité en 2024. J'en sais rien. Alors, dans le cadre des structures collectives, la structure collective audite toutes les exploitations de toute façon. Donc, en 2024, et c'est le cas de la plupart des collectifs, à part quelques-uns qui ont des périodes différentes, mais en général, les audits externes avec l'organisme certificateur ont lieu au printemps ou début d'été. Oui. Donc, ce qui veut dire que vous serez audité, donc c'est cette date-là qui compte. Donc, vous serez audité en 2024 sur la campagne 2023. Donc, vous devez dès maintenant appliquer le nouveau référentiel. Ouais. Alors, on veut bien, mais franchement, on n'est pas très informé de qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les changements. Hein. Donc, on attend. Voilà. J'ai hâte. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Alors, donc je continue. Donc, les principales évolutions, alors je vous ai mis un petit clin d'œil, voilà, c'est la période de Noël qui arrive. Vous pouvez essayer de chercher les jeux des 7 erreurs. Honnêtement, c'est un peu plus facile. Enfin, c'est plus facile. Dans le nouveau HVE, les différences sont quand même beaucoup plus flagrantes. Donc voilà, je ne vais pas les passer toutes en revue, j'ai juste passé en revue les principales évolutions. Donc sur la biodiversité, on a déjà un point important, c'est la modification des coefficients de biodiversité qui sont impliqués sur les différents éléments, comme les haies, les fourrières enherbées, par exemple, ou les lisières de bois. Ensuite, on a un nouvel item, un nouveau critère qui va être évalué, c'est la taille des parcelles. Alors la taille des parcelles, je vais passer très vite, parce qu'en Champagne, tout le monde, je pense, va avoir les 5 points liés à ce critère-là, ou c'est 4 points, je crois d'ailleurs, je ne sais plus. Ça doit être 5 points. En fait, il faut que la taille de vos parcelles soit inférieure à 6 hectares
Et en fonction du ratio que ça représente par rapport à votre surface totale, vous allez avoir plus ou moins de points, quoi que c'est 5 points si 80% de votre parcellaire fait plus de, enfin, est constitué de parcelles de moins de 6 hectares. Donc en Champagne, ce ne sera pas un critère discriminant, tout le monde va pouvoir bénéficier de ces points-là. Pour la biodiversité, le principal critère qui va évoluer, c'est bien les coefficients et également les points attribués en fonction de votre rapport IAE, donc biodiversité sur surface de l'exploitation. Je vais revenir juste après. Au niveau stratégie phytosanitaire, globalement, il y a pas mal de changements, mais je ne pense pas que ça aura des impacts sur votre certification. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des points qui vont être plus difficiles à aller chercher, mais il y en a d'autres aussi qui seront plus faciles. Donc pour moi, ce n'est pas un module qui va poser beaucoup de problèmes. Mais je vais y revenir juste après. Voilà, il y a des nouveaux critères comme les CMR qui sont ajoutés, donc liés à l'utilisation des CMR sur vos exploitations. Des critères liés à la surveillance active des parcelles, donc j'y reviendrai aussi après. Et puis des modifications ou des précisions apportées sur d'autres critères déjà existants qui sont plutôt positifs. Au niveau fertilisation, c'est là que ça va être le plus compliqué. On a de nouveaux items également, notamment un item qui prend en compte le pourcentage d'azote organique appliqué sur la totalité de l'azote appliqué sur l'exploitation. Donc c'est 4 points supplémentaires si vous avez plus de 55% d'azote organique dans vos apports. Voilà, c'est des points qui sont accessibles à la majorité des exploitations viticoles champenoises, je pense, au regard des pratiques qu'on peut constater dans les exploitations qu'on accompagne aujourd'hui. Malgré tout, il faut faut être vigilant là-dessus. Il y a encore des exploitations qui font des apports minéraux qui peuvent parfois justifier liés à des vigueurs assez faibles et des baisses de rendement qui nécessitent des apports d'azote efficaces un peu plus importants. Mais il faudra quand même faire attention à ces apports-là dans votre plan de fumure pour la campagne 2023, pour ceux qui devront renouveler en 2024. Donc 2023, c'est tout de suite, hein, la campagne de fertilisation, elle a déjà commencé. Pour certains d'entre vous, les apports d'azote organique ou de compost ont déjà été réalisés. Alors, j'avais une question, genre, je reviens dessus peut-être. Dernier audit HVE a été fait en juillet 2021. Donc oui, vous pouvez basculer, donc vous pouvez prolonger vos audits jusqu'à fin 2024 sur la base du référentiel, de l'ancien référentiel. Si vous ne pensez pas pouvoir respecter tout de suite le nouveau référentiel. Par contre, si vous pensez respecter le nouveau référentiel dès cette année, vous pouvez très bien demander, en tout cas demander à votre organisme certificateur de faire le double audit. Généralement, ils le feront et ils vous diront si vous êtes certifiable ou pas sur le nouveau référentiel quand ils vont réaliser cet audit-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais voilà, si vous êtes fait auditer en juillet 2021, effectivement, vous pourrez prolonger jusqu'à fin 2024. Donc, je continue sur mes principales évolutions. Oui, sur le bilan azoté, donc jusqu'à présent, vous pouviez obtenir 10 points sur votre bilan azoté. Ce sera plus possible maintenant, les points vont être limités à 8. Et donc, pour aller chercher les points complémentaires, il faudra notamment s'appuyer sur le critère azote organique. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Alors, en commençant par tout ce qui est biodiversité, vous avez à l'écran les principaux éléments de biodiversité à disposition qui vont vous rapporter des points. Alors, je ne vais pas les passer tous en revue, simplement pour vous dire que sur les haies, aujourd'hui, 1 mètre linéaire de haies, vous rapportez l'équivalent de 100 mètres carrés de biodiversité. Dans le nouveau référentiel, cette valeur va être divisée par 5 et ne vaudra plus que 20 mètres carrés. De la même façon, pour les lisières de bois, on était également sur le même ratio. 1 mètre carré de lisière de bois vous rapportez 100 mètres carrés de biodiversité. On va passer à 9 mètres carrés. Donc là, c'est une grosse perte de
surface de biodiversité. Après, il y a des petites évolutions un peu moins importantes sur d'autres éléments. Et ce qui est plutôt positif, c'est les bordures de champs, les fourrières qui vont passer de 1 mètre carré pour 1 mètre carré à 1 mètre linéaire pour 9 mètres carrés. Simplement, il faut que la bordure de champ fasse au moins 1 mètre de large. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, ça va demander aussi de votre côté de recalculer ces surfaces-là. En termes de points, de la même façon que pour la fertilisation, qui était où on pouvait avoir 10 points sur le bilan azoté dans l'ancien référentiel, sur les SET sur SAU, on pouvait avoir 10 points également dans l'ancien référentiel. Ce ne sera plus le cas, il sera plafonné à 7 points. Et donc, vous avez à l'écran les points. Hein. Si vous êtes, pour avoir les 7 points, il faudra être au-dessus de 10% d'éléments de biodiversité. Alors, ce qui change aussi, c'est plus par rapport à votre SAU, en gros votre surface CVI, mais il faudra prendre en compte l'ensemble de la surface d'exploitation, y compris tout ce qui est lié aux bâtiments et autour des bâtiments. Donc ces surfaces-là devront être ajoutées à la surface de l'exploitation afin de la comparer à la surface de biodiversité. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. En gros, au lieu de comparer votre surface de biodiversité par rapport à votre surface CVI, la surface cadastrale de vigne, vous allez la comparer par rapport à votre surface totale CVI plus surface autre liée à l'exploitation, y compris les bâtiments. Donc moi je considère, après avoir fait quelques cas concrets, que pour avoir une chance de certifier, de maintenir la certification avec ce nouveau référentiel, il faut arriver au moins à 8% de biodiversité. C'est possible avec 7%, mais c'est plus dur. Avec 8%, vous avez les points qu'il faut, puisque vous avez potentiellement les 5 points liés à la taille de vos parcelles. Voilà pour la biodiversité. Au niveau phytosanitaire, sans rentrer dans tout le détail, juste je vous ai affiché les nouveaux IFT de référence qui vont s'appliquer du coup dès 2023, enfin pour le nouveau référentiel en tout cas. Alors, j'ai parmi les anciens, mais pour vous les citer, donc sur les herbicides. Alors, que je vous explique comment ça fonctionne. Les points aujourd'hui étaient attribués entre deux valeurs. Et plus vous baissez votre IFT, plus vous avez de points avec un plafond à 5 points pour les herbicides et 5 points hors herbicides. Donc, si vous êtes en dessous de la valeur plafond, donc pour les herbicides 1,53, vous avez 1 point. Et pour avoir les 5 points maximum, il faudrait être en dessous de la valeur plancher, c'est-à-dire 0,26. Et entre les deux, toutes des seuils, en fait, plus vous baissez, plus vous allez avoir de points entre 1 et 5. Les valeurs actuelles qui étaient prises en compte jusqu'à présent dans vos audits, c'était 1,75 pour la valeur plafond et 0,88 pour la valeur plancher. Ce qui veut dire que les IFT herbicides vont être plus difficiles à obtenir. Enfin, en tout cas, les points pour les IFT herbicides. Hors herbicide, la valeur plafond, l'ancienne, était de 22,05. Donc, ce sera plus dur d'obtenir les premiers points. Par contre, la valeur plancher, qui était de 11,03, là, est relevée, donc ce sera plus facile d'obtenir les 5 points. Donc, globalement, hors herbicide, pour moi, c'est plutôt positif parce que de ce qu'on voit des pratiques des vignerons, on est assez fréquemment, voilà, surtout l'année 2022 était quand même assez simple. On était plus proche de 15-16, voire en dessous assez facilement. Pour les herbicides, ça va se compliquer. J'ai une question sur le chat. Oui, c'est vrai que même en désherbant uniquement sous le rang, on est au-dessus de 0,5 points d'IFT.
Et jusqu'à présent, avec vos 0,5 points, vous aviez 5 points. Là, avec 0,5 points, vous allez avoir, à mon avis, 4 points. Donc, ouais, c'est quelques points qui sont plus, enfin voilà, qui disparaissent dans vos calculs. Mais à côté de ça, ce que je vous expliquais, hein, c'est que, alors, sans rentrer trop dans le détail, mais vous avez des points sur les CMR. Alors, les CMR, il ne faudra absolument pas mettre de CMR 1 dans vos programmes, sinon vous ne pourrez pas être certifié du tout. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de CMR 1, donc sur la campagne 2022, vous êtes tranquille. Sur la campagne 2023, tous les produits antimildiou à base de diméthomorphes sont en train d'être reclassés et donc sont reclassés CMR1. Donc sur vos programmes 2023, faites attention à ne pas mettre de produits à base de diméthomorphes, sinon vous ne pourrez pas conserver votre certification. En dehors de ça, voilà, je vous dis, la partie phyto, pour moi, ne représente pas de grosses difficultés. Au niveau fertilisation, donc on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, sur le bilan azoté, donc je vous affiche là les seuils avec les points. Donc jusqu'à présent, en dessous de 60 kg d'azote par hectare et par an, vous aviez 10 points. Maintenant, en dessous de, donc pour avoir le maximum de points, c'est-à-dire 8, il faudrait être en dessous de 20 kg. Donc là, c'est un peu plus difficile, même beaucoup plus difficile. Sachant qu'on parle bien du bilan azoté. C'est bien le rapport entre vos apports d'azote et ce qui est exporté par la vendange. Une vendange de raisin comme on a eu cette année à, mettons, 12 000 kg, pour pas aller trop loin, vous allez exporter à peu près 15 unités d'azote. Et si on prend en compte les autres items, notamment le rapport azote organique sur azote total, je pense qu'en dessous de 40 kg d'azote au bilan, vous pourrez conserver votre certification. Mais il faudra quand même être en dessous de 40 kg d'azote au bilan. Donc voilà, c'est pas forcément simple. Et si vous êtes en dessous de 40, vous avez 5 points, plus les 4 points si vous avez suffisamment d'azote organique. Il vous manquera encore 1 point pour avoir les 10 points nécessaires pour valider le module. Et dans ce cas-là, ben, plusieurs solutions possibles. La première, ce sera d'avoir un logiciel validé comme outil d'aide à la décision pour le PPF, plan prévisionnel de fumure. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'outils. Mes parcelles permet d'avoir ce point et demi supplémentaire et Geofolia. Et l'autre façon d'avoir ce point qui peut manquer, c'est les parcelles non fertilisées. Donc là, bah, toute la surface, la différence entre votre surface cadastrale et la surface plantée, c'est une surface non fertilisée. Donc si vous êtes à 5% de surface non fertilisée, vous avez le point supplémentaire qui peut vous manquer. L'autre solution, si vous n'avez pas suffisamment de fourrière de surface non plantée, c'est d'avoir une approche parcellaire avec, pourquoi pas, une impasse sur une parcelle qui vous permettra d'avoir suffisamment de surface non fertilisée. Alors, j'ai une question concernant le pledge. Pour moi, le pledge, oui, reste autorisé et pas classé CMR1, je pense pas. Donc, pour moi, oui, le pledge est toujours utilisable. Ça reste bon. Voilà. Par contre, il doit peut-être être CMR2 quand même, je pense. J'ai un petit doute. Et donc, s'il est CMR2, votre certification ne sera pas remise en cause, mais vous n'aurez pas le point supplémentaire lié à l'absence de CMR sur votre exploitation. Merci Isabelle pour la réponse. Donc, le pledge est bien CMR2. Donc, pour les CMR, c'est un point de plus si vous n'avez pas de CMR herbicide, enfin CMR2 herbicide, et un point de plus si vous n'avez pas de CMR2 hors herbicide. Alors,
pour résumer avant de prendre vos questions, ce que je vous conseille de faire pour maintenir votre certification, d'une part, au niveau biodiversité, faire le relevé de vos fourrières. Puisqu'on ne va plus les compter en mètres carrés, mais en mètres linéaires. Donc, votre organisme certificateur va vous demander ce relevé-là. Et donc, relevez vos fourrières d'au moins 1 mètre de large. Vous additionnez les mètres linéaires, vous multipliez par 9, et ça vous donne une surface en mètres carrés qui vous permet ou pas d'atteindre le pourcentage nécessaire. Alors effectivement, pour une question sur l'azote minéral, en bordure de cours d'eau, effectivement, si on met un engrais organique, ben, les distances sont beaucoup plus importantes, donc c'est préférable de mettre des engrais minéraux pour réduire la ZNT. C'est pas un souci. J'imagine que toutes vos parcelles ne sont pas concernées par des cours d'eau. Donc voilà, il faut avoir une approche un peu plus parcellaire. Cette parcelle-là peut très bien être faite avec des engrais minéraux et le reste de l'exploitation ou une partie importante avec des engrais organiques. L'important pour le ratio engrais organique sur azote total, enfin azote organique sur azote total, c'est d'être, pour avoir le maximum de points, il faut être au-dessus de 55%. Donc ça vous laisse un peu de marge quand même. Voilà, au niveau biodiversité, si jamais vous êtes un peu juste avec les éléments qu'on a déjà parlé, il est possible de faire une analyse microbiologique du sol ou un test bêche pour vous rapporter un point supplémentaire. Donc, au niveau de la stratégie phyto, j'en ai déjà parlé, donc évitez absolument, même à bannir les CMR1, éviter les CMR2, même si il y a suffisamment de points par ailleurs pour mettre des CMR2 si jamais des années très difficiles en termes de phyto et que vous êtes un peu coincé dans vos programmes de traitement, on peut quand même mettre des CMR2, c'est pas interdit. Et puis au niveau des points alors j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais il y a un point qui peut être récupéré facilement si vous utilisez le BSV pour justifier une intervention phyto. Donc il suffit d'enregistrer dans votre traçabilité pour un traitement donné qu'il a été fait sur la base d'un BSV. Donc notez le BSV sur lequel vous êtes appuyé pour justifier votre traitement. Conservez votre BSV dans vos archives pour le ressortir à l'organisme certificateur et vous pourrez justifier d'un point supplémentaire. Vous aurez également un point supplémentaire si vous avez participé à une campagne de prospection collective pour la flavescence dorée. Ça, c'est 2 points qui sont facilement accessibles. Donc, je vous invite à bien enregistrer ça, récupérer les justificatifs qu'il faut. Je reviens du coup sur la fertilisation, sur la question de tout à l'heure par rapport aux LNT, cours d'eau et à l'utilisation d'engrais minéraux. Donc, si la surface de la parcelle représente 30%, voilà, si le reste de l'exploitation est fait avec des engrais organiques, il n'y a pas de souci. Vous pourrez atteindre les points qu'il faut pour conserver la certification. Donc, les recommandations pour le bilan azoté, pour la fertilisation, donc ne surtout pas dépasser 50 kg d'apport d'azote par hectare, en privilégiant les engrais organiques. Attention toutefois au compost et aux écorces. Dans le bilan, on est censé prendre l'ensemble des apports d'azote, y compris l'azote compris dans ces composts ou dans les écorces. C'est là où aujourd'hui on a des gros soucis parce que les apports de compost ou d'écorce, même s'il y a très peu d'azote dedans et que ce n'est pas de l'azote efficace, ça rapporte quand même beaucoup d'azote puisqu'on a des tonnages relativement importants à la surface. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre conseiller pour voir comment essayer de lisser un peu les choses et comment adapter vos pratiques pour la campagne prochaine pour faire en sorte que vous puissiez atteindre les 10 points nécessaires sur ce module. Voilà pour la présentation, j'en ai presque fini. Du coup, on va prendre les questions dans quelques minutes, les questions supplémentaires. Et je termine là-dessus, c'est très important. Respectez la réglementation parce que, d'une part, votre niveau 1 qui a été validé une première fois pour votre certification, normalement la première année.
Jusqu'à présent, on ne vous demandait pas de le revérifier. Là, il faudra au moins tous les 3 ans refaire valider votre niveau 1, c'est-à-dire la partie réglementaire. Et en plus de ça, l'organisme certificateur, s'il constate un écart de niveau 1 au moment de votre audit, il peut vous refuser la certification et il doit vous refuser la certification. Donc d'un point de vue phytosanitaire, il y a de plus en plus de contraintes et c'est de plus en plus pointu. Donc là encore, je vous invite à être très vigilant là-dessus. Rapprochez-vous de vos conseillers. Je vois qu'Isabelle tout à l'heure je vois qu'Isabelle et Céline sont là pour le GDV. N'hésitez pas à faire appel à eux ou à elles pour, vous conseiller et ne pas faire d'erreurs dans vos programmes phytosanitaires parce que ça conditionne votre certification. Voilà pour la présentation. Je vous mets à l'écran, les coordonnées de mon assistant de formation. On a programmé des formations HVE, au mois de janvier. La première aura lieu le 17 janvier, donc c'est une formation d'une demi-journée pour vous mettre à jour sur le référentiel et calculer, donc d'une part sur la partie réglementaire, mais également calculer vos points, sur l'ensemble des items, de votre exploitation. Là, on a regardé une partie importante, mais il y a encore quelques points à aller chercher à droite à gauche. Si vous voulez un bilan plus précis de votre exploitation, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation-là. Venez avec votre traçabilité 2022 et on pourra faire un calcul beaucoup plus précis, de vos points. Et puis on aura une formation, d'une journée pour ceux qui veulent refaire l'ensemble des critères et de la réglementation et celle-ci aura lieu le 24 janvier. Voilà. Suivant le nombre d'inscrits, on proposera d'autres sessions et voilà les 2 premières dates proposées. Et peut-être que mon collègue de l'Aube, Théodore, a programmé aussi des sessions, je ne sais pas, s'il veut en parler, s'il a des dates, je l'invite à réagir. Le micro est coupé, Théodore. Je pense que Théodore est en train de mettre un message dans le chat pour donner ses dates. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, via le chat ou levez la main si vous voulez, hein, je vous donnerai la parole. Alors, les apports d'azote foliaire, oui, ils sont pris en compte. Alors en général, ça représente pas des grosses quantités, mais effectivement, jusqu'à présent, on les négligeait un peu parce qu'on était largement en dessous des seuils et que ça remettait pas en cause le bilan. Là maintenant, si on est un peu plus juste, effectivement, on prendra en compte l'ensemble des apports et y compris les azotes foliaires. Alors sur le détail du nouveau référentiel, je vous disais sur le site du ministère, hein, vous tapez, HVE, ministère de l'Agriculture, sur internet, vous trouvez alors, ce qui est compliqué, c'est que le plan de contrôle, il fait une centaine de pages. La grille Excel, elle est assez compliquée à remplir. On l'a testé avec tous les conseillers la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas forcément hyper simple à remplir. Donc, c'est pour ça que je vous invite à suivre la formation, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez, à mon avis, gagner votre temps plutôt que de vouloir, regarder, les grilles et les référentiels. Mais bon, ceci dit, c'est sur le site du ministère. Peut-être je peux vous mettre le lien, dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Théodore l'a fait peut-être? Non, mais du coup, il n'a pas encore de date. D'accord. Théodore n'a pas de date a priori. Je vais vous copier. Je vais arrêter la présentation. Hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat pour le site du ministère. Alors, j'essaie de reprendre les questions dans l'ordre, pour n'oublier.
Alors, concernant la VDC, alors pour l'instant, sur la campagne 2023, il n'y aura pas d'évolution de VDC, puisque en fait, le plan de contrôle VDC ne précise pas la version de HVE qui peut être utilisée. Donc, c'est-à-dire que pour les audits qui vont avoir lieu là, courant 2023, suivant les auditeurs, ils pourront continuer à utiliser l'ancienne version de HVE, y compris pour des nouvelles certifications. La seule contrainte, c'est que les personnes qui font ce choix-là ne seront pas certifiées HVE, elles ne seront certifiées que VDC. Et le CVC travaille actuellement sur différents scénarios pour adapter le référentiel dans les années qui viennent. Pour l'instant, on n'a pas encore de décision de prise, mais voilà, pour 2023, on aura le choix du référentiel, enfin des grilles HVE dans le référentiel VDC. Voilà, Théodore nous a répondu pour les formations, hein, elles ne sont pas encore calées, mais elles auront lieu courant janvier également dans l'Aube, à Bar-sur-Seine. Donc Théodore a mis son contact pour les inscriptions. De toute façon, vous pouvez aussi passer par Coralie, hein, je vais réafficher son mail. Pour vous inscrire, elle fera le relais avec les collègues de l'Aube. Donc voilà, je reprends la dernière question. Lorsqu'on est certifié HVE et VDC, est-ce que le référentiel VDC change au même titre que HVE? Donc je vous ai dit, hein, ça ne change pas forcément, c'est au choix en fonction de... L'idéal, c'est de suivre la même transition que HVE. Donc vous avez jusque fin 2024 pour basculer. Et si ce n'est pas possible, je pense qu'il y aura des adaptations qui seront prévues. Pour les nouvelles certifications en 2023, ce que je vous disais, donc vous aurez le choix dans VDC de choisir l'ancienne grille HVE ou la nouvelle. Mais par contre, si vous basculez si vous restez sur l'ancienne grille, au lieu de prendre la nouvelle, et qu'il fallait absolument prendre la nouvelle pour être certifié, vous ne pourrez pas avoir la certification HVE. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Madame Valentin, votre micro est coupé si vous voulez parler. Voilà. Oui, nous, en fait, on ne s'occupait pas du référentiel HVE, on s'occupait du référentiel VDC, Oui. et on était automatiquement certifié haute valeur environnementale. Oui. Donc là, je ne comprends plus du tout sur quel référentiel il va falloir qu'on se base. Alors, pour 2023, enfin, là, vous êtes certifié, vous allez éventuellement demander votre dérogation de prolongation du HVE jusqu'en 2024. Dans le cadre de votre collectif, en 2023, vous allez être audité sur la campagne 2022. Donc là, il y aura une demande de dérogation pour rester sur l'ancien référentiel HVE. Et ça n'aura aucun impact sur VDC, vous serez toujours VDC. En fait, quel que soit le référentiel que vous choisissez pour VDC, c'est-à-dire le nouveau ou l'ancien HVE, puisqu'on demande d'auditer les grilles HVE dans VDC, quelles que soient les grilles choisies, ça n'a aucun impact sur VDC. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Oui, j'entends bien, mais qu'est-ce qui va se passer pour HVE si on choisit l'ancien? De toute manière, la campagne 2022, elle est finie. Oui. Donc, ça sera forcément sur l'ancien référentiel HVE. Ce sera forcément sur pas forcément, vous pouvez choisir de basculer sur le nouveau dès cet hiver, avec le risque que ça ne passe pas. Enfin, en fait, vous êtes en collectif, votre auditeur interne, il va probablement soit faire l'ancien référentiel HVE, soit vous proposer de faire les deux pour évaluer votre exploitation, savoir si elle peut passer ou pas. Ah oui, donc il va falloir faire une estimation de si on peut passer au nouveau référentiel HVE. Exactement. Mais dans tous les cas, pour 2023,
vous pourrez décider de prolonger votre HVE actuel pour être tranquille 1 an supplémentaire. Mhm. Par contre, en 2024, vous devrez passer sur le nouveau HVE. Si ça ne passe pas pour vous pour le HVE, vous allez perdre votre HVE. Et pour garder votre VDC, il faudra reprendre l'ancien VDC, enfin les anciennes grilles HVE pour conserver la VDC. Ah, c'est peut-être pas. Ça devient, franchement, ça devient l'usine à gaz, hein. Je ne sais pas Bon. les autres participants ce qu'ils en pensent, mais vous vous rendez compte que on va commencer la campagne de fertilisation au mois de février et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, hein, à moins que les autres soient bien au courant, mais C'est pour ça que oui, donc très bien. Sauf que nous, on est en collectif, on n'a pas eu du tout de réunion, pas d'information. Moi, j'ai vu un mail passer de la Chambre d'agriculture et je me suis inscrite, mais on est au courant de rien du tout et ça va arriver à une vitesse grand V. Donc c'est ça vrai fait que peur. la difficulté, c'est que bon, nous, au Champ d'agriculture, on a eu la chance d'être dans les échanges avec le ministère, donc on a eu des versions de travail régulièrement, une bonne vision de ce qu'il y a dans le référentiel. Ce n'est pas le cas de toutes les structures collectives. Et pour la plupart, elles découvrent. Alors, elles ont quand même une première version au mois de juillet, mais qui n'était pas définitive. La version définitive, elles l'ont eu au mois de novembre, fin novembre. Donc, c'est vrai que c'est. Et avec beaucoup de questions, et nous aussi, on a encore beaucoup de questions d'interprétation. Voilà, ce que je vous livre là, c'est les grandes lignes, mais il y a des détails qui ne sont pas réglés encore. Et nous, on travaille avec le logiciel eVigne. Vous parliez de mes parcelles. Donc ça, mes parcelles, si je ne me trompe pas, c'est la Chambre d'agriculture, c'est ça? C'est ça? Donc nous, eVigne, est-ce que ça va être homologué pour le bilan azoté ou il va Non, falloir… Et non, alors il comment… n'y a pas de PPF sur eVing. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de validation de cet outil pour avoir un point et demi supplémentaire sur la fertilisation. Ah oui, mais bon, là, c'est un peu un… Voilà, c'est… Il faudra avoir au moins 5% de surface non fertilisée pour avoir ce petit point qui peut vous manquer. Et on parle de points, mais en global, c'est combien de points qu'il faut avoir pour avoir le nouveau référentiel Il faut pour toujours avoir 10 points par module, donc ça ne change pas. Ah oui, d'accord. 10 points pour la… D'accord. Mhm. Ok, bah écoutez, affaire à suivre. Pouf. Alors, je vais prendre. J'ai des questions encore. Alors. Donc, est-ce que VDC égale HVE2? Oui, c'est une bonne question. VDC conserve l'équivalence du niveau 2. Donc, ce n'est pas HVE, hein, c'est certification environnementale de niveau 2. Par contre, VDC ne permettra plus de valider le niveau 1. Donc, vous devrez demander la validation du niveau 1 soit par votre organisme certificateur, soit par une structure habilitée système de conseil agricole. Donc, les chambres d'agriculture sont habilitées. En général, ça se fera au moment de l'audit par votre organisme certificateur. Donc, VDC garde l'équivalence niveau 2, mais ne valide plus le niveau 1. Alors, pour mesurer la largeur des fourrières en bord de route, on n'a pas toujours le bornage. Est-ce que la surface de 1 mètre doit correspondre au cadastre? Ou peut-on comptabiliser toute la surface entre la surface plantée et le bord de la route? Après, bon, la surface cadastrale sur la partie carto, c'est pas toujours précis au centimètre près. Donc, si sur le terrain, on voit qu'il y a 1 mètre, je pense que ça passera comme ça. Je demande à mes collègues, mais je pense que voilà, la partie cadastrale n'est pas toujours hyper précise. Donc, c'est quand même le terrain qui fait foi. Et bon, si clairement, enfin, faut que. Voilà, si c'est un chemin où. Enfin, on voit quand même que la répartition. Maintenant, on ne peut pas aller mesurer à 10 cm près, c'est pas possible. Voilà, après, j'ai un monsieur Lasso qui a déjà rapporté donc 40 unités d'hectares
qui ont déjà été réalisés. Donc, ben, là, vous avez sur le bilan, hein, si on prend en compte la vendange à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'accident climatique, vous serez en dessous des 40, il n'y a pas de souci. Si vous avez prévu de faire des apports complémentaires, ben, il faudra les restreindre à des apports assez limités, que ce soit de manière minérale, mais de façon limitée, ou pourquoi pas en foliaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'on approche, enfin voilà, on est sur des quantités qui sont parfois à la limite de ce qu'on peut faire dans le cadre de parcelles qui sont effectivement ont tendance à avoir des récoltes un peu plus faibles. Et voilà, même si 2022 était une bonne année, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Donc un résumé d'Alban Petit. Donc, pour garder la double certification VDC-HVE, il faudra utiliser le nouveau référentiel HVE, c'est bien ça. Par contre, si on ne peut pas utiliser ce nouveau référentiel et qu'on reste sur l'ancien, on ne pourra être que VDC. Et on perdra le HVE. C'est tout à fait ça. Est-ce que Smack Farmer est valable? Alors, Smack Farmer, non, est pas valable pour le bilan, le bilan azoté, hein, pour le PPF. Et pour les IFT, j'en ai pas parlé, mais tous les outils qui sont en lien avec la calculette du ministère sont valables. Donc, Eaving est valable, MesParcelles est valable, Agreo fonctionne aussi avec l'API du ministère. Voilà, il y a pas mal d'outils qui sont... Pour les IFT, il n'y a pas trop de soucis. La plupart travaillent avec cet IFT, avec l'API. En gros, vous recevez un PDF avec le logo du ministère et vos IFT qui sont indiqués dessus. Alors, je travaille avec un prestataire de service qui utilise MesParcelles. Du coup, est-ce que je pourrais avoir le demi-point supplémentaire? Votre prestataire ne peut pas faire le PPF avec MesParcelles. Il n'a pas accès à cette fonctionnalité-là, je ne crois pas. Donc, si vous voulez vous bénéficier du point MesParcelles, il faudra que vous ayez un accès à vous pour pouvoir faire ce PPF-là. CertiWeb. Alors, CertiWeb n'est pas un outil de ni PPF ni traçabilité, donc c'est vraiment un outil dédié à la certification, à la fois pour les auditeurs et pour vous pour déposer vos documents. Donc là, il n'y aura pas de points supplémentaires grâce à CertiWeb, c'est simplement un outil d'aide pour préparer votre certification. Et Monsieur Lasso, oui, je suis d'accord avec vous, hein, pour atteindre 12 000 kg, ben, quand on est en herbe quasiment à 100% avec le travail du sol, la vigne souffre un peu et ben, il faut quand même apporter de l'azote, hein, je suis d'accord. Donc, il va falloir jongler entre azote minéral et organique pour être au-dessus de 55% et en même temps pas dépasser 50 unités. Pourquoi pas faire des impasses? Alors, plus vous allez faire d'impasses sur certaines parcelles qui n'ont pas besoin d'azote, plus vous allez marquer de points avec les surfaces non fertilisées. Donc, c'est votre 5 en 5. Au-dessus de 5% de surface non fertilisée, vous avez un point. Au-dessus de 15%, vous avez 2 points. Au-dessus de 25%, 3 points, etc. Vous pouvez même faire... Enfin, ce ne sera pas possible, mais potentiellement, on peut avoir 10 points sur les surfaces non fertilisées. Voilà, je pense que... Je ne sais pas s'il reste des questions. C'est Monsieur Lamoureux qui avait levé la main. Je vais lui laisser la parole s'il veut parler. Il faut juste activer le micro. Non, a priori. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à me recontacter hein, si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez mes coordonnées mail dans l'invitation.
Sinon, vous pouvez toujours déposer des questions, je pense, après coup, dans le chat, hein. C'est encore possible, je pense, en vous reconnectant. Et j'irai faire un petit tour de temps en temps pour voir s'il y a de nouvelles questions. Et On peut avoir votre visuel, vous allez nous le laisser ou pas? oui, le diaporama, je peux Le diaporama. je peux vous l'envoyer, oui, oui, oui. Pour avoir les, par exemple, pour l'apport azoté, les points en fonction des kilos apportés. Je vous transmets ça. Ok, merci. Merci à tous. Bonne Merci, fin de journée, monsieur. bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.